La métropole du Grand Paris est un ovni politique qui est né bientôt il y a 5 ans, qui va fêter ses 5 ans le 1er janvier prochain. On est aussi 5 ans après les accords de Paris. Et les métropoles ont montré qu'elles étaient en avance sur les États et les entreprises. Paris est même identifié comme un moteur au niveau international. Ne dites pas trop fort à Anne Hidalgo, elle le sait déjà. Lionel Grotto, justement, est-ce que le Grand Paris post-Brexit peut-il raisonnablement s'affirmer comme la référence mondiale de métropole durable ? On était tout à l'heure effectivement avec Opinionway qui a posé la question à 500 investisseurs, quelle est la métropole la plus avancée en termes de développement durable ? Et effectivement, l'Île-de-France arrive en tête devant Londres, New York, Berlin, puis des capitales aussi du nord de l'Europe qu'on cite souvent en modèle, Stockholm, Amsterdam, Singapour. KPMG a également présenté l'aspect un peu plus investissement de l'étude qui explique qu'on attire le plus de projets dans les technologies environnementales. Donc ce qu'il y a derrière, probablement, c'est un ensemble de choses. On est effectivement bien identifié sur le volet de la recherche, de l'innovation. Il faut savoir que selon l'OCDE... Au service de la transition écologique également ? Oui, absolument. Selon l'OCDE, 40% des brevets verts en France sont déposés en Île-de-France. Et je pense qu'il y a ça, et il y a également une conjonction de volonté politique de faire, d'avancer. Parfois, on regrette un petit peu le millefeuille institutionnel. Je ne l'ai pas évoqué. On va dire que tu ne l'as pas encore évoqué. Mais l'autre pendant de ça, c'est qu'il y a quand même énormément d'initiatives. Moi, j'avais participé, on participe à un réseau d'agences européennes d'attractivité et qui nous demandait de parler de par exemple, les projets urbains qui ont été lancés en vantant la métropole. C'est des choses qui sont visibles à l'international et je pense que c'est aussi tout un ensemble de politiques menées par la région, par la métropole et par d'autres acteurs qui font que, à la fin, les investisseurs aussi identifient l'Île-de-France comme une grande capitale verte. Et s'il y a bien quelque chose qui dépasse la lasagne territoriale, pour reprendre l'expression de Maurice Leroy, ancien ministre de la Ville et du Grand Paris, c'est l'énergie. Justement, Nathalie Lemaître, vous êtes déléguée régionale RTE pour l'Île-de-France et la Normandie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, la région Île-de-France, on ne va pas se le cacher, elle concentre une des plus grandes densités, voire la plus grande densité de population en Europe. Mais est-ce qu'elle a justement les moyens de ses ambitions en matière de transition écologique et énergétique, sachant qu'il n'y a pas de centrale nucléaire, il est compliqué d'installer des sources d'énergie renouvelables? Comment justement vous y travaillez ? Alors, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. On est une entreprise dont la mission de service public est d'acheminer l'électricité des lieux où elle est produite vers les lieux où elle est consommée. Et on réalise en temps réel, pour l'ensemble des acteurs français, l'équilibre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre la production et la consommation d'électricité qui ne se stocke pas. Et à ce titre, on réalise régulièrement des exercices, des scénarios prospectifs pour transposer la transition énergétique en France et sur chacun des territoires. Et c'est à ce titre qu'on éclaire les pouvoirs publics le mieux possible sur la façon dont la transition énergétique peut se réaliser sur un territoire comme la métropole du Grand Paris. Il faut savoir que, vous l'avez dit, l'enjeu d'une métropole, c'est la densité. Et densité, ça veut dire peu de place pour mettre des moyens de production. Donc effectivement, en électricité, la région Île-de-France importe 95% de l'électricité qu'elle consomme. Et densité, ça veut dire aussi une forte consommation. La consommation de l'Île-de-France, ça représente en électricité 15% de la consommation française. Donc il y a un vrai enjeu et on y travaille avec les collectivités pour développer autant que possible des énergies renouvelables, leur permettre de se raccorder au réseau. Et justement, le scénario de confinement que vous n'aviez pas forcément prévu, qui impliquait que les gens restent à domicile pendant 2 mois, puisque c'était très respecté lors du premier, comment vous l'avez fait face? Comment vous l'avez vécu, fait face? Alors, le confinement, d'un point de vue de la consommation d'électricité, ça s'est traduit par, le premier confinement surtout, par une forte diminution de la consommation. Et pourquoi, justement? On s'attendrait à l'inverse? Alors, une forte diminution de la consommation globale, principalement tirée par l'arrêt d'industrie et de tertiaire et d'activités tertiaires. En revanche, vous avez raison, les consommations d'électricité des particuliers a eu plutôt tendance à augmenter légèrement, parce que les gens étaient chez eux, parce qu'ils télétravaillaient. On a vu beaucoup moins cet impact sur le deuxième confinement, même si aujourd'hui, la consommation d'électricité elle est encore un peu en deçà de ce qu'elle est normalement. Mais voilà, sur la consommation, et c'est le deuxième terme sur lequel on peut jouer quand on parle de transition énergétique, il y a un grand enjeu à la faire diminuer.
Et la faire diminuer, on peut le faire de plusieurs façons, par de la rénovation thermique des bâtiments, par le renouvellement des équipements électroménagers, par exemple, qui consomment beaucoup moins qu'il y a quelques années. On a gagné, c'est des facteurs de 2 à 3 pour l'électroménager, de 6 pour l'éclairage. Sur l'informatique, une tablette, ça consomme 5 fois moins qu'un ordinateur portable, ça consomme 25 fois moins qu'un ordinateur fixe. Donc il y a des vrais gains. Mais l'autre aspect sur lequel on peut jouer, c'est les éco-gestes. C'est la façon dont, sans investissement particulier, mais en jouant sur les comportements de chacun, on peut réduire la consommation. Alors, David Monteau, sans refaire du Geoffroy Boulard, puisque vous êtes directeur du développement économique, de l'attractivité, du digital à la métropole du Grand Paris, la métropole durable et mondiale, c'est quand même aussi, on parle de l'attractivité depuis ce matin, c'est celle qui offre un bon cadre de vie, à la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Absolument, je pense que c'est un peu le défi du Grand Paris. Je pense que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, semble-t-il, dans une perspective d'attractivité, c'est que notre territoire, il essaye de se réinventer et il essaye d'affronter, finalement, de construire des solutions aux grands problèmes qui se posent aux habitants et aux entreprises. Et ces grands problèmes, ils sont quand même liés aussi aux différentes transitions écologiques. Et donc, il y a des problèmes qui sont associés à la densité, liés à la pollution, effectivement, la consommation d'énergie. Et donc, il faut qu'on s'engage dans une transition. Et je dirais que c'est un peu ça, pour moi, le projet du Grand Paris, dans lequel la métropole et la collectivité qui organise, qui fédère, qui essaye d'accompagner ou d'insuffler ce mouvement avec ses partenaires. Effectivement, les maires, les communes, la Société du Grand Paris, la région, toutes les agences comme chose. Donc, c'est important ce rôle fédérateur. Et finalement, pour moi, le message, c'est qu'on essaye de réinventer notre ville au sens de l'infrastructure urbaine, mais aussi du vivre ensemble, du travailler ensemble. Et ça, je pense que c'est un message important à l'international et qui est perçu. C'est-à-dire que, comme Lionel l'a dit, on voit qu'il y a une dynamique sur le territoire pour essayer de construire et d'apporter ces réponses à ces grands enjeux qui doivent se traiter à l'échelle de l'ensemble de la ville dense. C'est-à-dire, par exemple, la question de la pollution atmosphérique, elle doit être prise en compte à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et finalement, c'est cette dynamique-là essayer de réinventer, en tout cas de changer nos manières de travailler, nos manières de vivre, nos manières de consommer, avec aussi une dimension locale, Geoffroy Boulard l'a dit. Et finalement, je pense que c'est cette image-là qui, finalement, c'est aussi un projet qui a été initié il y a longtemps, le Grand Paris. Et oui, ça date pas uniquement de la création de la métropole il y a 5 ans. Non, c'est un engagement dans la durée et le fait que les acteurs se fédèrent, acteurs publics, mais aussi entreprises. Et je pense que la dynamique Grand Paris, elle est aussi portée par tout l'ensemble des acteurs économiques sur le territoire, finalement, qui contribuent à ça. Alors, RTE est un exemple, bien sûr. Et donc, c'est important d'avoir cette visée de construction, encore une fois, et de répondre, de faire face aussi à la crise et apporter des solutions pour construire, encore une fois, les modes de vivre et de travailler demain. Bien, Grotto, on revient au mantra du jour. Il faut encore et toujours travailler ensemble pour être en pointe dans cette lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est quelque chose que vous-même, qui dépasse uniquement votre job de VRP de l'Île-de-France en France et à l'international, ça fait aussi partie de votre job justement de mettre tout le monde autour de la table. Oui, effectivement, on constate qu'aujourd'hui, l'Île-de-France, c'est 1300 communes. Il y a des maires qui sont en contact au quotidien de sujets d'urbanisme. On a des collectivités de rang un peu supérieur, des EPCI, la métropole, la région. Alors, je vais vous poser la question. Il y a trop d'étages politiques, administratifs? On a 30 fois plus de collectivités par habitant que Londres. Donc clairement, on part avec peut-être quelques mètres derrière la ligne de départ et du coup qu'on rattrape par les efforts, je pense, de travail collectif. Et d'où aussi ce type d'initiative. Mais ce que je souhaitais dire, c'est que oui, les collectivités, je pense, ont besoin d'être accompagnées. On a besoin de construire. L'ADEME aussi, il travaille beaucoup. L'Agence pour la transition écologique, je rappelle, non initié. Absolument. De construire des programmes collectifs, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'à la limite d'une commune et au départ d'une autre, on ait une piste cyclable effectivement, qui s'arrête, etc. Donc, il y a vraiment tous ces enjeux-là de travail collectif qui sont hyper importants. Mais effectivement, ce qu'on observe, c'est aussi des initiatives d'ampleur. Moi, une qui m'a marqué en particulier, c'est celle autour du RER vélo. Oui. Quand on dit le RER... Le vélopolitain, comme on l'appelle déjà.
Voilà, donc le RER, ça renvoie une certaine image, on va dire. Le RER vélo, c'est un petit peu, je trouve, une image assez intéressante, renouvelée, puisque quand on dit Paris La Défense, Cergy-Pontoise, voilà, ça va être la ligne A1 du RER vélo, et il y en a un certain nombre d'autres. Donc voilà, c'est ce genre d'initiative. Donc on est quand même en capacité de porter des projets avec des financements extrêmement importants. Je pense au projet du métro du Grand Paris, il y en a d'autres. Il faut penser avec cette logique-là aussi de financement de grands projets de transition énergétique parce que c'est des sujets qui amènent derrière à des sujets de financement. On a énormément de grands projets, des projets aussi de data centers qui vont permettre de mutualiser des ressources informatiques. Nathalie en parlerait encore mieux que moi, mais on a une explosion aussi du nombre de projets de ce type en Ile-de-France. Alors justement, les grands projets, c'est parfois aussi contesté, même quand c'est de l'argent privé. Je pense à Europa City en 1995, qui a été abandonné en race campagne par le gouvernement. Comment aussi vous travaillez à leur acceptabilité ? Alors il y a tout un travail qu'on est en train de mener. On a par exemple, on est en train de travailler, et dans les prochains mois, on publiera un guide qui explique justement sur ce sujet des data centers, qu'est-ce que c'est un data center, casser certaines idées reçues, expliquer aussi des histoires sur le ratio d'emplois, les emplois indirects qui peuvent être associés à ce type de projet, que des data centers, ce n'est pas forcément des grandes surfaces horizontales, ça peut être aussi en vertical au milieu urbain, ça peut s'adapter. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des sujets compliqués et qui méritent de la pédagogie, des explications, et je pense que ça fait partie de notre rôle. Et les data centers, Nathalie Lemaitre, ça peut être une source d'énergie pour alimenter d'autres bâtiments. Mais alors, c'est peut-être voilà. c'est moins votre métier. Mais... Les data centers, nous on y travaille parce qu'on les raccorde sur notre réseau. Comme disait Lionel, en fait, c'est l'accueil des data centers en Ile-de-France, c'est vraiment multi-paramètres, c'est-à-dire qu'il faut du réseau, il faut un délai de raccordement et un coût de raccordement au réseau qui soit compatible avec les projets des porteurs de projets. Il faut du foncier, il faut de l'accès à la fibre. Là où on peut être pertinent d'un point de vue de transition énergétique, c'est que si on se place à côté d'un réseau de chaleur, on peut optimiser d'un point de vue énergétique le bilan de l'installation en récupérant la chaleur du data center pour l'insuffler dans le réseau de chaleur. Voilà, donc c'est par ces démarches multi-acteurs, dont celles qui sont pilotées par Choose Paris Région, qu'on peut arriver à trouver des solutions, des réponses intelligentes qui permettent de concrétiser la transition énergétique et la sobriété sur le territoire. La sobriété énergétique, c'est aussi un sujet dont veut s'emparer la métropole. Il y avait, si mon souvenir est bon, juste avant le confinement, lors de ses vœux 2020, Patrick Ollier avait annoncé des initiatives comme par exemple couvrir les bâtiments publics des 131 communes de panneaux solaires, des choses comme ça. Est-ce que c'est toujours des projets à l'ordre du jour, justement, pour même l'indépendance énergétique Effectivement, il y a un programme d'économie d'énergie, de rénovation énergétique en particulier. Alors, on va aussi parler de la question de la rénovation énergétique des bâtiments, qui est aussi un sujet important dans le tissu urbain. Effectivement, il y a un programme, alors les programmes sont évidemment maintenus, voire même accélérés dans le cadre du plan de relance métropolitain, pour accélérer sur ces sujets, parce que c'est aussi de la dynamique d'emploi et de la dynamique économique pour les acteurs économiques, donc c'est important de le stimuler. La rénovation, c'est l'emploi local et non délocalisable, surtout. Oui, avec aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi important pour nous, donc c'est tout un tissu en fait, local qui est très important. Peut-être un autre sujet aussi que je voulais parler, c'était revenir, c'était pour incarner, c'est parler de la zone à faible émission. Oui. Donc, la métropole, avec tous ses partenaires, en particulier les maires, met en place donc, une zone à faible émission qui va limiter, sinon interdire progressivement l'accès à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, l'accès aux véhicules thermiques et aux véhicules polluants. Mais ce qui est important, donc, c'est la plus grande zone à faible émission d'Europe, qui est mise en place progressivement. Ce qui est important, c'est que en fait, la ZFE, c'est une dynamique collective, évidemment, alors, des communes, des institutions, mais aussi des habitants et des professionnels, pour essayer ensemble de trouver une réponse à cet enjeu qui a trop d'émissions de polluants atmosphériques dans le territoire. Et qui fait trop de morts chaque année dans la région. Absolument. Et donc, cette idée, c'est comment on travaille avec en particulier les acteurs économiques, les entreprises, les acteurs de la logistique, du transport de marchandises, mais dans l'ensemble des transporteurs. Et comment on travaille aussi avec l'industrie automobile. Et comment on l'a converti à l'électrification de sa flotte, à l'hybride, voire même à l'hydrogène, soyons fous. Et donc le sujet, c'est comment on construit un ensemble de politiques publiques
qui peut être de la réglementation, mais qui sont aussi de l'incitation pour accélérer et catalyser cette mutation. Et cette mutation, c'est-à-dire comment on va faciliter, par exemple pour les acteurs de transport de marchandises, une mutation de la flotte. Voilà, ça c'est un sujet, et comme on travaille avec l'ensemble des acteurs. Ce que je vous signais, c'est que quand on parle de dynamique collective sur le territoire, je pense que ça l'incarne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, on se donne un objectif partagé, et on se donne quelques années, et on construit ensemble les moyens pour atteindre cet objectif, qui est encore une fois un objectif qui se pose dans toutes les grandes mégapoles du monde. Et le fait que ça soit pris à bras-le-corps sur notre territoire, je pense que c'est aussi quelque chose, et c'est un message important. Et encore dans cette optique de construire notre cité de demain, c'est un message important à l'international. Alors, est-ce qu'il faudra un jour une ZFE à l'échelle de la région, même si la présidente Pécresse veut interdire le diesel à horizon 2024 et les voitures essence à horizon 2030 dans le périmètre de la région. Donc est-ce qu'en attendant, il faut déjà faire une sorte de ZFE aussi, d'après vous, Lionel Grotto? Ou ça peut faire fuir aussi des investisseurs qui disent moi, j'ai pas encore la technologie nécessaire sur ma voiture. Parce que voilà, parfois, on a l'impression que, certes, il faut des décisions politiques, mais parfois, on a l'impression que ça va peut-être un peu trop vite par rapport au calendrier des industriels de l'automobile ou de la logistique. Non, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a un vrai mouvement global. La région Île-de-France soutient aussi de manière massive la dépollution de l'air dans les métros, dans les couloirs des métros. Des gens depuis longtemps, mais par exemple en 2018, il y a eu 5 sociétés qui ont été primées à hauteur d'1 million d'euros, effectivement, pour déployer des solutions innovantes. Pour dépolluer le métro, tout à fait. Tout à fait, oui. Avec Île-de-France Mobilité. Il y a aussi, je rappelle, le plus grand appel d'offres européen sur les bus électriques qui a été lancé. 1000 bus électriques, c'est unique en fait de cette ampleur en Europe. Oui, il faut le rappeler que bientôt il n'y aura plus que des bus hybrides ou électriques qui circuleront en Île-de-France. Oui. Et on a les premiers bus hydrogène aussi qui ont été testés, notamment à Versailles, mais pas que. Une grande station à Versailles, tout à fait. Donc voilà, on voit que tout ce mouvement y est en marche. On voit aussi que c'est un mouvement qui inclut les acteurs privés, et je pense que c'est absolument clé. On a entendu tout à l'heure groupe ADP, on a entendu Renault. Il y a tout un tas de choses qui se font autour du rétrofit. David a cité toute la filière aussi de l'économie circulaire. Il y a aussi les citoyens qui sont importants parce que finalement, on a aussi toute cette importance de leur mettre à disposition des outils. Et la région met à disposition une plateforme qui s'appelle Smart Région, et sur laquelle on peut par exemple trouver le lieu près de chez soi où télétravailler pour réduire la saturation dans les transports, ou encore comment faire pour installer des panneaux solaires sur son toit. C'est hyper important ce sujet de la donnée et ce sujet de comment est-ce qu'on la met à disposition. Et là aussi, on est plutôt bien positionné avec ce projet vraiment d'ampleur qui est lancé depuis quelques années. Et je pense que c'est plutôt, c'est vraiment des choses importantes. La transition écologique est aussi une transition numérique, comme l'a rappelé Lionel Grotto à l'instant. C'est justement ça vous aide pour piloter, j'imagine, pour répondre aux besoins exceptionnels, par exemple. Et alors, je voulais vous poser une question complémentaire déjà. Si on n'a que des véhicules électriques dans quelques années, est-ce que le réseau sera en capacité de tenir? Alors justement, moi je voulais revenir là-dessus. C'est important dans la démarche transition énergétique de travailler en multi-énergie parce qu'effectivement il y a des transferts d'usage. La ZFE, ça veut dire moins de véhicules thermiques, plus de véhicules électriques potentiellement. Plus de véhicules électriques. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous on travaille avec les collectivités. On est engagé avec la métropole du Grand Paris sur le schéma directeur des réseaux d'énergie. Pour évaluer l'impact. Donc la bonne nouvelle, c'est que le réseau de transport d'électricité saura absorber cette consommation nouvelle qui est compensée par, je disais tout à l'heure, des baisses de consommation liées à l'efficacité énergétique. L'autre bonne nouvelle, c'est que les véhicules électriques, c'est une consommation d'électricité qui peut se piloter. Et donc, nous, on met à disposition des signaux. Alors, on a un site qui s'appelle EcoWatt, qu'on a mis en ligne en partenariat avec l'ADEME, qui donne des signaux de couleur assez clairs sur le niveau de consommation. Donc, en ce moment, on consomme raisonnablement, le niveau est vert. Si la consommation augmente trop, il devient orange. Et si vraiment on est en situation très tendue, il devient rouge. Donc ça peut permettre d'activer ou pas des recharges de véhicules électriques, par exemple. On a une autre application qui s'appelle EcoDemix, qui donne la teneur en carbone du mix électrique qui est mobilisé pour répondre à la consommation en temps réel. Donc avec ces données-là, on peut
travailler, et là je reviens sur ce que disait Lionel sur la mobilisation citoyenne, on peut travailler pour que chacun agisse sur sa consommation, d'une part pour la réduire, d'autre part pour consommer au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où l'électricité est la plus décarbonée. Il nous reste moins de 2 minutes. David Monteau, je le rappelle à tout le monde, hein, pas qu'à David Monteau. Justement, vous qui avez travaillé dans l'écosystème de la tech avant de rejoindre la métropole du Grand Paris, la révolution numérique aujourd'hui, elle est indispensable pour réaliser la transition climatique? D'abord, elle est en marche. Elle est en mouvement. Elle est en mouvement. Attention à ces expressions. Non, mais elle est en cours, je veux dire, elle est en cours. Elle est lancée. Et comme en plus, elle est... c'est d'abord une révolution des usages, et c'est ça qui est important. Donc, de sa manière, il faut que... Et je pense que c'est le rôle des puissances publiques d'accompagner cette dimension, en particulier, je crois que Geoffroy Bollard a dit à un moment, de veiller à ce qu'il n'y ait pas un impact négatif en termes typiquement de consommation d'énergie. Donc ça, c'est là où la politique publique est indispensable. Après, les enjeux sur la transition numérique, il faut que ça apporte de la compétitivité et de la productivité aux entreprises. Il faut que ça apporte des services de meilleure qualité aux gens, ça c'est aux usagers, ou aux administrés, aux habitants. Et je dirais, il y a aussi un sujet d'inclusion numérique qui est très important parce qu'on creuse aussi les écarts. Vous savez, aujourd'hui, on estime qu'à peu près un tiers des Français ont un accès difficile. Alors, je vais vous poser une question politique. Borloo, qui avait remis son rapport il y a 2 ans, qui a été vite enterré par 2 mâles blancs sur scène, pour reprendre une expression malheureuse du président Macron. Vous voulez faire un grand plan de développement contre l'électronisme. Ça aurait été une bonne idée, une bonne mesure? Alors, je ne peux pas me prononcer sur la proposition de M. Borloo. Ce qui est important, c'est que nous, pour le coup, c'est un sujet sur lequel on travaille vraiment de manière très proche avec l'État. Parce que l'État a lancé un certain nombre de programmes, et d'ailleurs récemment dans le cadre de France Relance, pour accompagner en particulier la mise en place de spécialistes, appelés des médiateurs numériques, qui sont des personnes qui ont une relation de proximité avec les habitants. Comme la transition numérique des PME aussi, qui est en marche, mouvement, on va y arriver. Et qui aident en fait à détecter les personnes en situation effectivement d'électronisme et d'apporter ensuite des formations de base et des compétences, etc. Et ça, c'est effectivement une dynamique importante. Il y a du fait de la forte densité de la métropole, il y a une population importante qui est dans cette situation. Et on voit bien que voilà, les écarts potentiellement peuvent se creuser. Et là, il faut des politiques publiques volontaristes pour le faire. Et dans une dynamique de proximité, et c'est pour ça que c'est important qu'on s'appuie beaucoup sur les communes, pour le coup, sur ce sujet. Voilà. Lionel Grotto, métropole durable et mondiale, c'est la métropole qui gagne? Clairement, très ça rapidement, va être, parce que je pense qu'il nous reste très peu de secondes. Ça va être un des critères clés. On l'a vu ce matin dans l'enquête, les investisseurs regardent ces critères-là de près, regardent les critères de résilience aussi, de capacité à faire face aux crises. Il y a ce sujet de l'attraction des talents aussi dont on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. Et finalement, on n'attire plus de la même manière des talents dans une entreprise aujourd'hui. Ils cherchent un cadre de vie, ils cherchent une manière aussi de travailler. Ça renvoie aussi à la manière dont on construit la ville, dont on construit les espaces de bureaux. Et là aussi, on a une richesse avec tous ces projets urbains qui sont lancés, toutes ces opportunités de réinventer les manières dont on fait le bureau, dont on pense différemment l'expérience de la ville, de la métropole, pour tous ces gens qui nous rejoignent. Donc oui, ça va être clé, et il faut continuer à agir, pas s'asseoir sur des conservatismes, et être assez ambitieux, je pense, dans la manière d'intégrer l'innovation de manière concrète dans les plans d'action qui sont engagés dans chacun des secteurs concernés. En 15 secondes, Nathalie Lemaitre. La qualité de l'électricité, la capacité à se raccorder à un réseau performant, c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises. La France est bien placée. En 2016, était première mondiale en termes de qualité de l'électricité et disponibilité et accès. Donc nous travaillons avec Choose Paris Région à combiner cet avantage avec la vision pluriacteur pour la production de sites clés en main. Et je pense que c'est un facteur d'attractivité pour la région. Des petits mots? Peut-être dans un contexte quand même de mobilité très forte des acteurs économiques et des gens,
effectivement, il y a une grande. Grand Paris c'est une ville-monde, métropole mondiale, qui est en concurrence frontale avec les grandes capitales mondiales, qui a des atouts très forts. Et effectivement, dans ce cas de mobilité très forte, à la fois les conditions de vie et l'infrastructure qu'on offre aux entreprises pour travailler, c'est évidemment des points décisifs. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, de se donner un horizon collectif pour construire et apporter ces solutions à nos grands enjeux aujourd'hui. Les grands enjeux, on va continuer à les aborder dans la prochaine table ronde. Merci Lionel Grotto, merci Nathalie Lemaître et merci David Monteau. Donc, nous allons d'une minute à l'autre débattre de la France unie dans une compétition européenne et globale.